Donc on se retrouve pour parler d'objets connectés, mais avant ça, on va faire un petit point sur les écrans souples, les e-ink. Alors on va commencer par l'OVNI de la semaine, le Yotaphone. Oui, le Yotaphone, donc c'est un fabricant russe. Voilà, le smartphone russe. Voilà, exactement, ils ont bien le droit de faire du smartphone. Exactement. C'est déjà de très belles voitures. Qui a été award de CES. Oui, les choix de CNET cette année sont assez particulier. Ouais. J'aurais peut-être pas choisi ni le Edge ni le Yotaphone. Le concept, c'est un écran LCD côté façade, donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Par contre, à l'arrière, tu as un écran e-ink. Donc on rappelle, e-ink, c'est les liseuses électroniques, les Kindle, qui ont popularisé ce type de technologie. L'idée, c'est d'économiser les ressources quand tu as ton écran LCD éteint. Tu as quand même les informations, les notifications qui apparaissent sur le revers. Voilà, ça consomme rien, que c'est plus lisible quand il y a du soleil, ce genre de choses, mine de rien. Alors il y a cet usage effectivement de lecture de contenu, de livres, et puis économie d'énergie pour recevoir des notifications. Ça sera présenté un petit peu plus précisément au Mobile World Congress. De toute façon, c'est là. Je pense qu'au Mobile World Congress, il y aura pas mal de choses. Merci Alex. En parlant d'écran, quelque chose par contre qui était un peu plus intéressant et qui a fait beaucoup plus de bruit, pour le coup, c'est l'écran flexible de Samsung. Alors on en parle depuis très longtemps. Il y a eu des concepts depuis 2005. Là, il y a Samsung qui a présenté quelque chose, disons, de plus marquant, puisque c'est un prototype d'écran intégré sur un smartphone, donc quelque chose qui est quasi, pas définitif, mais qu'en tout cas on peut attendre sur cette année 2013. Le concept de cet écran souple, tu l'as déjà commencé à l'évoquer, c'est qu'on pourra avoir de nouveaux form factors, de nouveaux formats de produits. Eux, ce qu'ils ont montré, c'est un téléphone avec un écran donc, qui vient manger le côté du smartphone. Et l'idée, c'est d'avoir de nouveaux usages. Alors là, c'est vrai que c'est pas révolutionnaire. Maintenant, on peut imaginer de nouvelles choses, des écrans qui se déploient pour avoir plus de confort d'affichage sur un smartphone. Par exemple, on peut imaginer un écran qui se rabatte comme ça. Voilà, il y a pas mal de choses qui se créent. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que, outre le fait que ça soit flexible, donc du coup, beaucoup plus de formats différents, c'est aussi la qualité d'affichage. On est sur du 300 ppp ou ppi, donc quelque chose d'assez fin, quelque chose de très défini en termes de qualité. Généralement, c'est le principal défaut. Exactement. Voilà, on a enfin quelque chose qui correspond grosso modo à du 720p, donc de la HD 720p, et un écran qui est vendu comme incassable. Voilà. Ce qui laisse augurer des choses relativement rigolotes. Oui, ce qui est intéressant, c'est ce que je te dis, c'est de nouveaux formats. Ok. Par contre, on n'a aucune idée de prix ou ce genre de choses. Non, encore une fois, c'était un concept. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, et je pense qu'on le verra également à Barcelone, c'est toute une gamme de produits cette année. Cette année ou début 2014. Donc ça va venir en réalité dans les 12 mois. Et c'est ce qui, je trouve, super intéressant sur ce salon. Ok, donc on arrête avec les écrans, c'était les principales choses. Toi Seb, alors on passe aux objets dits intelligents à la place des gens ou connectés. Plus que dit, c'est des vrais objets intelligents et connectés. On n'est pas d'accord à l'origine. L'intelligence, ça se mesure pas. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Enfin, en gros, voilà. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Par contre, on peut dégager quand même 3 grosses tendances parmi ces objets connectés. Alors, avant tout, un objet connecté, c'est quoi? C'est un objet avec tout un tas de capteurs. Au milieu, nous, on a... Arrête de rigoler quand même. Au milieu, nous, donc, on a un smartphone. En fait, ça va être l'ordinateur à l'intelligence qui va prendre les informations de cet objet avec les capteurs. Et maintenant, le smartphone, tout le monde en a un. Il est connecté au web, à Internet. Du coup, ça va échanger les informations, aller piocher dans des bases de données, etc. Donc, la première tendance, c'est pas la meilleure, c'est tout ce qu'il y a de gaming. Donc, on a vu plein de petites choses rigolotes. Donc Alex fait le pingouin derrière. Donc rigolote, c'est quoi? C'est des petites voitures que tu vas télécommander, il y a des caméras dessus, donc tu vois la caméra sur le smartphone. C'est pas révolutionnaire. Voilà, c'est pas révolutionnaire, c'est des petites gadgets, c'est marrant, ça mange pas de pain, c'est moins cher qu'un drone de Parrot par exemple, ça c'est sûr. Et tu as aussi une sorte de Tamagotchi, ça c'était sympa, c'était un petit dinosaure en fait, une sorte de nouveau Tamagotchi, vous savez ce que c'est le Tamagotchi? On élève la petite machine, là tu le caresses, le dinosaure, donc voilà, il réagit, c'est assez sympa. Avant d'acheter un chat, t'achètes un Tamagotchi, et avant de faire des bébés, t'achètes un chat. Donc tu vois, la boucle est bouclée. C'est quand même que le Pléo, c'est pas nouveau, en fait, c'est une réédition qu'ils ont refait. Tout à fait. C'est pas une nouveauté. Le Pléo, j'en ai eu un il y a 5 ans, j'ai eu le premier que j'ai commandé. Et est-ce que tu l'as bien éduqué? Assez fan de robots.
Voilà, j'ai vu beaucoup de robots, notamment le Isobo, et c'est assez amusant ce truc parce qu'il y a 5 ans, je t'avouerais que voilà, tu as un sentiment très curieux parce que tu as un sentiment d'affection avec ce. Tu sais que c'est une machine, mais c'est tellement bien pensé. Il y a beaucoup de capteurs, il y a une logique d'apprentissage, et franchement, c'est assez malsain, moi je trouve. En fait, un rapport assez curieux avec ce genre de machine. Moi, je l'ai vite revendu. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu tombes amoureux de... Non, tu tombes pas amoureux, mais tu as un rapport affectif. C'est au Japon où ce genre de produits se développe énormément. Et voilà, moi je trouve ça assez malsain. Ok. Ça, c'est dit. Donc sur ces paroles inquiétantes, je vais enchaîner avec l'autre tendance, c'est tout ce qui est objet connecté pour la santé et le bien-être. Oui, alors ça, on a eu un objet assez anecdotique, c'est la fourchette connectée. Ouais. Donc pour rappel, c'est une fourchette qui buzz quand on mange trop vite. Donc c'est pour t'apprendre à manger plus lentement, à mieux manger. Mais ça augure quand même pour l'avenir vraiment un truc assez phénoménal. Sur tout ce qui est connecté. Ce qu'on a vu, c'est que en fait, des objets simples, je vais y arriver, commencent à se connecter. Des trucs usuels, Le courants. coup de la fourchette, par exemple. Alors la fourchette, c'est le concept. Alors pour moi, c'est un petit côté un peu marketing, c'est sympa et tout. Mais l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que tu vas avoir en toi, moi je parlais souvent d'une dent connectée, un capteur que tu mets là. Elle va savoir tout ce que tu manges toute la journée. Cette dent, elle va envoyer les infos à ton médecin, par exemple, qui va pouvoir suivre ton alimentation. Ça va être, pourquoi pas aussi, si tu es diabétique, pouvoir mieux gérer ta santé au quotidien. Alors on a eu ça aussi pour le sport, les footings. Il y a eu Fitbit qui c'était un système en fait pour t'aider à faire ton jogging, mieux courir, trouver ta foulée, ton pouls, etc. Tous ces objets, c'est vraiment phénoménal. Moi, je trouve pour le bien-être, ça augure vraiment de belles perspectives. Après, le problème, c'est des objets qui, tu as d'un côté le podomètre, de l'autre l'accéléromètre. Donc, tu vas te retrouver avec tout un tas d'objets. Et la force, de ce genre d'objet, c'est quand vraiment tu as un truc, tu t'en occupes pas, tu mets dans ta poche. Et voilà. Et le truc, il calcule, il capte tout à ta place, il calcule tout. Je sais pas si j'étais clair. C'est ça le problème, c'est que c'est inquiétant. Moi, je trouve ça. Toi, tu vois tout le côté positif. Il y a un côté super. Mais carrément, il y a un côté inquiétant. Tu parles de la dent connectée. Bon, ça, tu brevettes-le. C'est une super idée. Avec la fourchette, ça ira super bien. Tant que c'est la dent. Mais là, tu parles du médecin, donc il va recevoir l'information pour le diabétique. Mais on en discutait tout à l'heure. Ça peut être aussi la sécu. Voilà. La sécu. Genre, tu as mangé, t'es diabétique, tu as mangé du sucre et on te squeeze. On te squeeze. Enfin, je veux dire, il y a tout ce côté connecté, mais aussi surveillance. On te vire la sécu ou même la mutuelle. Donc c'est inquiétant quand même. Sans aller au-delà, c'est que c'est surtout des données personnelles qui se trimballent un peu partout. On en vient même sur principe, le concept de données personnelles. Et en plus, il y a un côté soumission technologique. Enfin, tu vois, moi j'utilise beaucoup le Nike Fit, enfin le Nike Plus, donc qui permet tu utilisais beaucoup. Ouais, non, j'ai pu consulter en 2013, je continue. Oui. Non, je continue tous les dimanches. Parce qu'il n'a pas de batterie. Beaucoup de chemins. Et donc, j'utilise cet accessoire qui, je trouve, est bien parce que ça motive. Mais il y a une différence entre l'accessoire qui vient, on va dire, apporter des données, mais tu restes maître, tu as la main. Propriétaire de la chose. Exactement. Et c'est ce genre d'objet connecté qui est autonome. Voilà, moi je ferai une différence. C'est sûr, ce type d'objet dans une dictature totalitaire, ça peut être super dangereux. Voilà. Non, mais c'est surtout le truc qu'il est là. Enfin, c'est ce qu'on a vu très récemment. Enfin, voilà, on y a eu le droit même en 2012. Les smartphones avec les trucs de localisation. Enfin, c'est ça à côté. Les gens ne savent pas forcément que voilà, ces choses-là sont capables d'émettre et de recevoir des données et surtout comment ça transite. Donc, non, mais il y a un vrai problème de données personnelles à gérer derrière. Oui. Mais en tout cas, la tendance, elle est là. Voilà, alors ça c'est. Alors après, on verra à l'usage. Médicalement, ça a son sens. Médicalement, ça a son sens. Encore une fois, il faut y réfléchir. Tu as eu d'autres objets connectés aussi, le ficus connecté. Alors ça, c'est la troisième partie. Voilà, la troisième grande tendance de ces objets connectés, c'est un peu t'aider au quotidien. CNET nous aide à comprendre le high-tech au quotidien. Maintenant, tu as des objets qui vont t'aider à vivre au quotidien. Donc le ficus connecté, le power flower, donc il y a un petit côté un peu Woodstock, c'est le pouvoir des fleurs. Et donc cet objet, il va t'aider en fait à cultiver tranquillement tes plantes à la maison. Donc c'est un système avec une sonde que tu mets dans le pot de fleurs. Donc tu as tout un tas de capteurs d'hygrométrie, ça va capter la luminosité aussi, la fertilité de la terre. Ces informations sont ingérées par le smartphone, l'intelligence. Et globalement, toi, tu n'as plus rien à faire. Lui, il va te dire quand est-ce que tu as besoin d'arroser tes plantes, changer un petit peu la terre, mettre de l'engrais.
Tout ça, c'est relié à une base de données. Donc, si tu as une nouvelle plante hybride, on parlait d'hybridation, je sais pas moi, avec un clavier, une nouvelle rose particulière, bon, bah, si elle est dans la base de données, tu vas pouvoir programmer tout ça. C'est Parrot qui fait alors, c'est Parrot, voilà. Parce que c'est vrai que c'est une marque qui est assez innovante là-dessus. C'est eux qui ont fait le drone. Ils ont fait aussi les enceintes, les ZIC. C'est vrai que c'est une marque Parrot qui commence vraiment à être innovant, alors qu'à la base, c'était quand même contrairement, tu vois, au frigo et au four connecté, peut-être qu'on en parlera après, je trouve vraiment là, c'est la vraie mode idée qui est demain, tu mets ton truc et tu cultives ta plante. C'est en vente, ça sera en vente cette année. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est une réalité. C'est une réalité commerciale. Ils ont pris la température comme ils font souvent au CES. Et là, ils vont y aller. Pour le coup, ça c'est pas mal. Et pour finir là-dessus, on n'est pas obligé d'être passif, on attend les notifications. On peut être actif, proactif. Mathieu, ça te parle? Donc on est proactif, c'est-à-dire plutôt que de se laisser bercer par les notifications, ça va nous permettre d'apprendre à mieux appréhender, à mieux cultiver la plante. Oui, c'est peut-être ça l'intérêt, parce qu'attendre bêtement... Tout à fait. On disait, il faut rajouter de l'eau, c'est peut-être pas le but maintenant. Bon, je vais faire mon vieux con, on peut aussi lire un livre sur les plantes. De toute façon, j'ai pas entendu. On peut lire aussi un livre sur les plantes, tu vois. C'est ça, c'est peut-être ça. Nicolas le jardinier. Après, tu peux avoir les deux, peut-être que les deux peuvent... Typiquement, Sébastien n'a pas la main verte. C'est ce que j'ai répondu l'autre jour, t'as pas de plantes. mais on t'offre des plantes. Non, mais c'est intéressant, mais bon, on est quand même dans le concept où c'est le téléphone qui pense à ta place, quoi. Donc, bientôt. Qui t'apprend, qui t'éduque à. Qui t'éduque, voilà. Il y avait les livres avant, maintenant il y a le téléphone. Non, il y a une valeur éducative. Et par contre, pour moi, les frigos et les fours, par contre, ça reste vraiment. Oui, on a eu le droit au frigo connecté, comme chaque année. L'année dernière, au CES, il y avait le frigo, cette année, il y a eu le four. Ça veut dire qu'il y a eu un four et des plaques chauffantes, je crois. Donc avec des petits écrans où tu as tes recettes, où tu as le temps de cuisson, que tu peux évidemment démarrer du bureau et arriver chez toi avec le four préchauffé. Voilà. Bon, c'est anecdotique, c'est un pas vers la domotique, on n'y est pas encore, mais je pense que dans 3-4 ans, on pourra commencer à avoir des vrais écosystèmes de domotique. Merci pour la transition, en tout cas pour avoir tendu la perche. On a eu une question aussi sur les nouveautés en domotique. Je sais que Daniel a prévu de répondre parce que ça aurait été très long directement dans l'article. Nous, on a vu quelque chose d'assez intéressant. Enfin, c'est un des blogueurs de Cinet qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui a eu quelque chose d'intéressant, notamment chez Technicolor. On s'y entendait pas du tout. Qui a présenté qui a présenté un système qui s'appelle Keo. De communication. Voilà, donc on y arrive. De communication, je crois. Voilà, qui est en gros une espèce de surcouche qui permettrait de tout faire communiquer dans la maison et de le piloter à partir d'un smartphone. Bon, on est de l'ordre du concept quand même pour le moment, on l'a pas vu marcher en vrai, on attendra de voir. Je crois qu'il y avait un stand de démonstration. Il y avait un stand de démo. On a vu après, il faut le voir dans une vraie maison, quoi. Comment ça s'implémente. Moi, j'ai un mot, ça va durer 5 secondes, mais je pense que c'est comme la NFC, comme beaucoup de techno, il y a une chaîne de valeur à créer. Le frigo connecté, pour moi, c'est pas une blague. Hein. Là, c'est une blague pour le moment. Mais demain, tu as un Carrefour, Mammouth ou Cora. Bon, tu as un grand distributeur qui se greffe au projet. Tu sens bien qu'il y a un potentiel juste énorme. Une gestion de tes courses. Non, mais il y a juste c'est juste qu'il manque le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire le distributeur. Chacun de tes yaourts, tu vas pas scanner chacun de tes yaourts à chaque fois que tu mets un yaourt. Quand tu vas mettre ton yaourt, c'est ça, et c'est le problème. Non, mais c'est le problème de tous ces objets connectés. C'est moins t'as à en faire quelque part et mieux le produit, je pense, est conçu. Oui. Non, mais et le problème du frigo pour l'instant. Le scan, c'est pas le problème. Tu mets tes courses dans ton frigo, il scanne automatiquement tes yaourts. Non, que tu veux. Non, il scanne pas automatiquement. C'est le problème. Il manque le scan et le dernier maillon de la chaîne. Pour résumer, on parlera de frigo connecté, on sera enthousiaste quand le frigo pourra dire il te reste 2 yaourts, j'en ai commandé 6, ils sont livrés à 6. Exactement. C'est l'idée. À l'époque, tu vas en courir de nouveau. Pour le moment, on est loin parce qu'aucun distributeur n'y s'intéresse. Donc, et puis parce que clairement, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs qui parlent ensemble. Donc on en est encore très très loin. Tout à fait. T'as encore des choses à ajouter, toi, Seb ? Non. T'as terminé ? on a eu la totale. On va terminer alors juste sur une question qui est évidente, qui a été posée au tout début, qui nous demandait si on trouvait que cette édition du CES 2013 était un peu en demi-teinte. Donc on va répondre en 2 temps. Clairement, on va répondre avec des pincettes parce que cette année, nous, on n'était pas sur place. En gros, on s'est appuyé sur nos confrères de Cinet.com. On n'a pas pu y aller et pour une simple bonne raison, on va le dire une bonne fois pour toutes, c'est qu'on n'accepte pas les invitations d'un constructeur sur un salon où il y a les concurrents. C'est dit. Sinon, oui, nous, notre petite fenêtre de Levallois, on a trouvé que c'était... Franchement, oui, en demi-teinte. Ouais, clairement. Il y a eu, on va dire, 3-4
grosses annonces. Il y a eu 2-3 trucs excitants, je pense, sur chacun des périmètres. Moi, je trouve. Alors, moi, je m'attendais évidemment plus à Barcelone, c'est normal. Maintenant, je pense que pour tout le monde, et on en a parlé avec Daniel, il n'y a pas eu de gros événements, nouvelles technologies. C'est surtout on l'a fait pendant toute l'émission, on l'a dit, oui, on l'a vu en 2012, oui, c'est une tendance qu'on avait déjà décortiquée. Bon, voilà. Par contre, confirmations. Voilà, il y a quand même 2-3 petites choses qui sont quand même assez sympas. Moi, je parle par exemple du Shield. Nvidia a tapé fort. Voilà, je trouve que c'est sympa. C'est indéniable. L'écran souple, voilà, c'est quand même sympa. On a enfin quelque chose qui va arriver cette année. Ce qu'on retiendra, moi je vais vous poser tous la même question pour le coup. Qu'est-ce que vous avez retenu du CES? Moi, je vais commencer pour ma part. Je trouve que les fondeurs ont fait le boulot, clairement. Et Samsung a tapé très fort, à mon sens. Comme d'hab. Mais là, il commence vraiment à peser lourd, je pense, dans l'histoire. Donc, je vais passer à chacun d'entre vous. Mathieu, moi, j'ai juste une petite question avant, justement. Est-ce que les constructeurs n'attendraient pas justement plutôt leurs événements, comme Samsung qui présente maintenant son téléphone, plus pendant un salon qui est dédié qui est pour tout le monde, mais en fait chacun va présenter ses gros produits. Quand on s'appelle Samsung, oui, maintenant, oui, clairement, il y a tous les autres constructeurs qui n'ont pas ce poids. Les plus petits, voilà, mais les autres qu'on pouvait attendre, ils présentent leurs nouveautés. L'intérêt d'un salon comme le CES, quand t'es pas un des poids lourds, et des poids lourds maintenant aujourd'hui sur le marché, il n'y en a plus des masses, en gros ils sont 5, pas loin. Je laisse les fournisseurs de composants de côté exprès. Justement, c'est une manière d'arriver en disant regardez, ce que Sony a très bien fait. Non, mais avec le salon de Barcelone qui est en février, le salon de la photo qui était à la fin de l'année dernière. Voilà, très clairement, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs salons dans l'année. Clairement, voilà, il y a la mobilité qui est à Barcelone, il y a l'IFA où en gros c'est quasiment une répète du CES, il y a le Computex. Tout ça est saucissonné. Maintenant, le CES reste quand même le truc début d'année, juste après la dinde de Noël, où on donne le LAD toute l'année. Peut-être moins, de moins en moins. Depuis 2-3 ans, il y a quand même, on sent, ça fait plus. Il y a beaucoup d'observateurs qui le disent. Parce que nous, on voit ça de notre fenêtre française. Aux États-Unis, ça reste. Oui, tu as certains observateurs qui pointent justement le fait qu'il y a une perte d'influence sur ce salon. C'est pas nous. Aussi, voilà, il y a le Computex qui monte en force, l'IFA aussi, Barcelone. Voilà. Et je pense que le salon se spécialise en fait. Voilà. Il a raison sur un élément. C'est vrai que Samsung, ils vont faire leur S4, on le sait, ils vont faire leur S4 avec leur propre événement. Maintenant, c'est Samsung, c'est Apple, c'est Google. Pour un ZTE, pour un Huawei, pour un Dell, pour les Lenovo. Bon, voilà, eux, ils ont besoin de quand même ce relais médiatique qu'offre un salon. Voilà. Alors sinon, on produit, c'était l'écran un peu souple justement pour les téléphones portables que je trouve assez intéressant au niveau des débouchés, des fonctionnalités que ça peut apporter, etc. Ça, c'est un truc, Après, le reste, non, c'est vraiment dans la continuité, je pense, de 2012. J'attendais rien de ce salon, et voilà, j'ai pas été déçu comme ça. C'est un peu ça, quoi. J'attendais rien. Jérôme, toi, t'as passé la semaine avec nous, donc. Non, moi évidemment, le Samsung Youm, c'est génial, le Nvidia. Edge. Non. Oh, ce lapsus. Le Project Shield, pardon. Le Project Shield, c'est grave, c'est super intéressant, mais en fait, plus qu'une trouvaille, j'ai surtout un regret, c'est de ne pas avoir eu de Leap Motion en fait au CES. On n'a pas vu de produit avec le Leap Motion. Avec Asus. Ils ont signé quelque chose. On est censé avoir des ordinateurs implémentés, au niveau du trackpad. On rappelle vite fait ce que c'est que le Leap Motion. En fait, c'est un boîtier. Un boîtier ou une interface qui permet de contrôler son ordinateur sans passer par le tactile. N'importe quel écran même. Mais par des gestes, et donc ça te repère en 3D, donc chaque doigt, etc. Donc c'est pas des possibilités. Je sais, moi j'étais super déçu, je l'ai précommandé il y a 8 mois, je l'attends. On a précommandé aussi avec Alexandre. Surtout qu'ils avaient annoncé, le CEO avait annoncé un partenariat avec Asus. Et le produit doit être sorti en février. On est 15 janvier, c'est bizarre qu'au CES on n'ait pas eu une présentation un peu plus propre ou un peu plus définitive du truc. Ça va cartonner, il y a énormément d'acteurs qui s'intéressent au Leap Motion. Oui, parce qu'en plus c'est $70. Ça va faire mal le Leap Motion cette année. C'est pas cher, c'est génialissime. C'est une précision, on voit dans les vidéos, en réalité, comme on l'a vu. C'est Minority Report, pour ceux qui nous regardent. Les premiers retours de développeurs sont super enthousiastes. Ça, c'est indéniable. Donc, à voir. Donc, Seb, alors moi, ne sors pas la fourchette. Non, le ficus. Non, la dent connectée. Oh, la dent connectée. Ça, c'est encore un concept que je vais déposer bientôt. Non, moi, je vais sortir des sentiers battus. Moi, il y a un objet qui m'a vraiment plu cette année, c'est la Geonote. On en a parlé. En fait, c'est une caméra 3D, mais qui filme en total Full HD, quel que soit l'angle de vision qu'on choisit. Donc globalement, c'est super sympa. Donc c'est dédié d'abord pour les sportifs de haut niveau, mais ça peut servir à n'importe qui. Tu poses ta caméra, elle filme en 3D. Et ensuite, quand tu regardes la vidéo, tu choisis toi quel plan tu veux garder. Et je trouve ça assez génial, quoi. C'est une sorte de GoPro, c'est du fisheye, sauf que tu as le choix maintenant de l'angle de vision que tu veux prendre pour
pour ton montage par exemple. Ouais, ça t'a bien plu ça. Et toi Alex? Moi j'ai dit, c'est le Yum et le Shield, je trouve que c'est très intéressant. Après, moi je pense que le Floyer Power, là, le ficus connecté, je pense que je vais me le prendre. Parce que j'ai un beau ficus Benjaminia tressé qui est en train de crever, et je me dis peut-être... Et toi JP, on t'a pas demandé, qu'est-ce que t'as retenu toi? Moi, le Yum. D'accord. Très concrètement. Uniquement le Yum et ouais, parce que c'est ce qui offre le plus de possibilités. S'il y a autre chose, et pourtant, voilà, je suis pas un Microsoftie convaincu. Je pense que mine de rien, c'est Windows 8 qui est en train de changer la donne, justement sur cette histoire de tablette, ultrabook, netbook, machin. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même le tour de passe-passe phénoménal sur les tablettes 10 pouces sur lesquelles on met un clavier. Ça fait un netbook, sauf que ça a un netbook à 3 fois plus cher que ce qu'est un netbook il y a 3 ans. Ça, par contre, ils l'ont bien compris, les constructeurs. Mais clairement, on parle souvent d'iOS, d'Android et compagnie. Je pense que Windows a quand même un bon coup à jouer. Parce que l'histoire du tactile, eux, sur des grosses machines ou sur de la convergence, ils sont capables de l'amener. Et pourtant, on n'était pas convaincus au départ. Donc voilà. Merci à tous. Merci à toi. C'est une émission très longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Merci aux 5 internautes qui sont restés jusqu'au bout. Non, mais de toute façon, on va chapitrer. Merci à ceux qui sont en régie, aux intervenants qui sont plus là parce qu'on faisait des plateaux tournants. Et tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, au Canada, au Maghreb, en Afrique. Tous les gens qui ont posé des questions. Quelque chose à vendre. Salut maman. Talada ou je sais pas. Non. Mine de rien, plus sérieusement, merci aussi à tous ceux qui ont suivi les quotidiennes pendant le CES. Les quotidiennes vidéo qu'on commentait, qu'on vous lit et on note vos remarques. Nous on se retrouve vendredi prochain pour un CNET Live. Si, il va falloir. Non mais vendredi la semaine prochaine. Ouais. Sur le débrief du débrief. Parce qu'on est jeudi, on est en tournage, donc voilà. Et puis les prochaines échéances, donc Barcelone. Ouais. Il y aura aussi le salon auto de Genève fin mars. Et puis après, normalement, mars-avril, Apple qui va bouger. Google en mai. Voilà. Et ça nous fera déjà un bon premier semestre. Voilà. Bon, merci tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Bye bye. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.